Merci. Bonjour à tous. Petite question pour commencer. Si je vous demande quels sont au niveau mondial les secteurs d'activité qui sont les plus productifs au monde, à quoi pensez-vous? Il y a des chances que vous pensiez à la santé, à l'IT, peut-être à l'énergie, mais combien d'entre vous pensent au marché du travail? Pourtant, c'est un marché qui, au niveau annuel, fait plus de 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui recrute plus de 3 millions de personnes dans le monde. Donc ce n'est pas un secteur d'activité qui est un secteur de type institutionnel, qui est un petit peu partout et nulle part. C'est un marché économique à part entière qui est transversal à l'ensemble des autres secteurs d'activité sans exception. Ce sont, si on regarde les entreprises, ce sont les grandes entreprises de placement, les job boards, les réseaux sociaux professionnels, les logiciels RH, ou encore la multitude de cabinets de consultants en recrutement. C'est finalement un écosystème, une chaîne de valeur, un business où il y a, comme les autres, des géants historiques, des nouveaux champions et une multitude de start-up aussi. Donc le marché du travail est un marché économique comme les autres. Et comme les autres, il n'échappera pas à la vague de rupture qui s'abat sur l'ensemble des secteurs d'activité. On peut même penser que c'est un des prochains sur la liste, et d'où l'objet de cette conférence du marché du travail à l'aube de la disruption. Clayton Christensen, qui est le théoricien de la disruption et qui est professeur à Harvard, dit que là où il y a des services qui sont nécessaires à tous mais qui sont encore très coûteux et peu accessibles, il y a la place pour des nouveaux modèles économiques. Là où il y a des activités qui peuvent être encore dématérialisées ou réintermédiées, il y a la place pour de nouveaux acteurs économiques qui sont susceptibles de structurer différemment le marché. Donc on voit que le marché du travail a toutes les caractéristiques d'un marché qui va être disrupté, une logique de marché qui est héritée de l'ère industrielle, un manque de performance chronique de ce marché et un décalage profond avec les usages et les attentes de l'époque. Donc c'est un marché qui est en panne, qui a besoin de se réinventer, et finalement l'histoire est déjà en marche puisqu'il y a tout un tas d'entreprises qui finalement préfigurent le marché du travail de demain avec une vision et des logiques qui sont très différentes de celles qui ont dominé ce marché depuis des années. Non, je sais pas. C'est pas grave. Donc je disais, ce marché, aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises qui changent la donne. Et finalement, s'il y a des acteurs aujourd'hui qui changent les règles et qui bouleversent les équilibres, c'est pas uniquement parce que ce sont des acteurs numériques. On peut être une start-up, on peut être un pure player, avoir un ADN 100% digital et rien discuter du tout, et simplement être en train de reproduire la logique d'un marché sur le web. Une récente étude de McKinsey disait que ceux qui font de l'innovation disruptive, c'est ceux qui focus sur l'expérience utilisateur plutôt que sur l'efficacité du produit ou du service. On a parfois du mal à y croire, mais finalement, si on prend l'exemple d'Airbnb, on se rend compte que les hôtels sont souvent beaucoup plus confortables que les appartements, et il a fallu être dans une compréhension profonde des attentes des clients pour intégrer que la différence ne se ferait pas sur le moelleux du coussin, par exemple. Et si la Silicon Valley est en avance, c'est aussi parce que là-bas, on y réfléchit à cette expérience utilisateur et aux attentes profondes des clients, et que les innovations technologiques se mettent au service de ces nouvelles approches. Les acteurs qui disruptent sont à la fois des acteurs qui créent de nouvelles façons d'échanger sur un marché, mais aussi qui ont une autre vision de ce qui fait la valeur d'échange d'un marché. Alors, en l'occurrence, quelle est la valeur cachée du marché du travail? Pour répondre à cette question, on peut peut-être regarder quel est le manque à gagner en fait du marché du travail
depuis toutes ces années. Essayons un petit peu de regarder autre chose que ce qu'on voit au quotidien comme des lapins face à des phares, c'est-à-dire la courbe du chômage qui monte et qui descend, ou alors des secteurs d'activité qui cherchent à recruter, et regardons le taux record d'insatisfaction professionnelle. Selon moi, c'est le cœur du manque à gagner de ce marché. Une récente étude de l'Institut Gallup, je suppose que vous connaissez, qui n'est pas un institut de sondage pour médias à sensation, qui est un grand institut au niveau mondial de recherche et d'enquête, a interrogé 200 000 personnes à travers le monde sur l'engagement au travail. Et les résultats sont terrifiants. En France, 65% des personnes disent être désengagées de leur travail. 65%. 26% être actively disengaged, en gros on est actif mais on est quand même désengagé. Ce qui fait qu'il reste que 9% des Français qui se disent engagés dans leur travail et donc susceptibles d'avoir une contribution positive à la création de valeur de leur entreprise. Et donc, finalement, on voit l'impact que ça peut avoir sur le marché du travail. Des engagements, des motivations, manque de performance, peu de création de valeur, et puis des gens qui s'enferment comme ça à avoir leur performance professionnelle qui descend jusqu'à des situations qu'on connaît malheureusement souvent aujourd'hui, de burn-out ou de bore-out. On voit aussi le manque à gagner que ça représente sur le marché, parce qu'une personne engagée, c'est une personne motivée, c'est un taux de performance professionnelle qui augmente, une création de valeur et donc création d'emploi. Mais revenons 2 minutes à ce chiffre de 9% de personnes désengagées dans leur travail. On est en droit de se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. J'ai dit quoi? D'accord. Des engagés, ok, merci. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut quand même se rappeler que pendant des années, les employeurs ont considéré que le chômage constituait pour eux un avantage, qu'il était dans leur intérêt que sous la pression, les personnes rabaissent leurs exigences, abandonnent leurs attentes et en gros, au nom de ce fameux mieux que rien, acceptent un job et des modalités qu'ils n'avaient pas forcément choisies. En gros, dans une logique un peu mécanique, où on met les gens dans les cases, on a pensé pendant des années que la clé de performance de ce marché, c'était d'avoir des personnes qui n'avaient pas forcément choisi leur travail et des entreprises qui avaient des salariés qui n'avaient pas forcément choisi. Et ça, c'est pas une logique qu'on retrouvait dans les années 60 ou 70. Encore aujourd'hui, c'est quand même des mécanismes qui ont tendance à dominer. Si on prend, je sais pas, l'exemple qu'on entend tout le temps, des services à la personne, il y a du boulot dans les services à la personne. Eh bien, une jeune fille qui est en 3e et qui n'a pas des bonnes notes en maths ou en français, on va lui dire qu'elle aurait tout intérêt à s'orienter dans les services à la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a du boulot. Et si jamais cette jeune fille dit que c'est pas trop son appétence de travailler avec des bébés ou avec des personnes âgées, on va quand même lui faire comprendre que, vu ses notes, ce serait quand même mieux que rien, parce que quand même il y a du boulot dans ce secteur. Et je vous laisse imaginer cette même jeune fille, son engagement professionnel, sa performance professionnelle et les impacts sur son entreprise ou son secteur d'activité. Eh bien, tout ça va voler en éclats sous l'influence de tendances de fond qui sont à l'œuvre depuis des années. Bien sûr, il y a cet axe de transformation du rapport au travail, des générations qui sont nées après 80, Y, Z, etc. En gros, aujourd'hui, 53% des moins de 30 ans considèrent que leur priorité professionnelle, c'est d'avoir le choix de leur vie professionnelle. Les entreprises ont changé aussi. Plutôt que mieux que le chômage, certaines d'entre elles, pas tous malheureusement, ont plutôt pris la direction de l'attractivité et de la marque employeur. Et sous l'influence de l'ensemble de ces mouvements, aujourd'hui il y a plus d'une centaine de startups françaises qui préfigurent ce que sera le marché du travail de demain, et bien sûr avec une vision qui est complètement différente de cette vision verticale et unilatérale du marché du travail. Donc l'objectif, c'est justement de vous donner quelques exemples de ces startups qui discutent déjà le marché du travail, qui portent une nouvelle vision en s'appuyant sur les usages du web, le big data, les communautés, les places de marché, des modèles économiques type ubérisation ou encore l'empowerment. Mon choix, ça a été de vous présenter 4 startups
qui sont symboliques de ce que sont selon moi les 4 piliers qui vont structurer le marché du travail de demain. Alors, première start-up, Assess First, qui est une solution de recrutement qui combine la psychométrie et le big data. À nouveau, voilà, le big data, ce n'est pas un levier de disruption tout seul, ça dépend évidemment de la vision qu'il sert. Et là, ici, la vision, il s'agit d'évaluer le potentiel d'une personne à partir de dispositions personnelles, sa personnalité, ses motivations, ses aptitudes, et pas uniquement du point de vue de ses compétences techniques et professionnelles. Ce profiling d'une personne est ensuite croisé avec des profils de personnes qui ont été performants et épanouis à ce poste dans cette entreprise. Donc la logique de matching qu'on voit là est quand même un peu plus élaborée que, on va dire, le matching de mots-clés entre un CV et une offre d'emploi. Ici, il s'agit d'évaluer le potentiel de performance et d'épanouissement d'une personne dans une entreprise donnée. Et là, on arrive au premier pilier de ce qui va être le marché du travail de demain, c'est-à-dire qu'une collaboration réussie ne se mesurera pas uniquement à l'apport technique pour l'entreprise, c'est-à-dire une compétence utile pour un process de production. Une collaboration réussie combinera la performance et l'épanouissement professionnel du collaborateur. Et ça dépend des compétences techniques du collaborateur, mais aussi de beaucoup d'éléments plus personnels, que sont ses motivations, ses aptitudes et ses projets. Et finalement, les entreprises aujourd'hui, on va le dire, pendant 2 jours non-stop, sont en pleine transformation. Et ce qui fera la différence, c'est justement les motivations et les soft skills d'une personne qui vont déterminer sa capacité à s'intégrer, à évoluer, à se former et à performer dans l'entreprise. Toute la question sera comment est-ce qu'on évalue ce type d'aptitude et avec quoi on le match. Deuxième exemple, Upwork, qui est une place de marché C2C qui met en relation des entreprises avec des freelancers. C'est une jeune start-up française qui en 2 ans a levé un peu plus de 2 millions d'euros, qui sort un peu son épingle du jeu à côté de ses concurrents anglo-saxons, donc Upwork, Elance, Freelancer. Et là, la disruption se fait par la réintermédiation. On cherche un freelancer, on va regarder ses prix, ses disponibilités, son portfolio avec les commentaires de ses anciens clients. On propose une collaboration, on se met d'accord sur un projet et à la fin de la mission, chacun évalue l'autre. Donc là, Upwork s'inspire complètement des places de marché C2C qui se sont faites dans d'autres secteurs d'activité, mais aussi de l'augmentation croissante du nombre de freelances sur le marché du travail. On a là vraiment une évolution qui est spectaculaire, puisque en Europe, on a 9 millions de personnes qui sont freelance, près d'1 million en France, et en France, on a fait une augmentation de 85% en 10 ans. Donc on voit que la tendance, elle est à l'augmentation massive de ce type de profil professionnel. Pour exemple, aux États-Unis, on a un travailleur sur 3 qui aujourd'hui est un travailleur indépendant, soit 42 millions, et MBO Partners prévoit que en 2020, la tendance va s'inverser et il y aura plus de travailleurs freelance ou indépendants aux États-Unis que de salariés. D'ailleurs, les entreprises pourraient à juste titre un peu s'inquiéter de l'arrivée sur le marché de ces foules de freelance qui sont un peu les corsaires du marché du travail. Mais finalement, la question qui se pose, elle se pose à elle-même. Est-ce qu'elles vont être en capacité d'intégrer ces nouveaux usages? Est-ce qu'elles vont s'organiser en interne autour de Upwork interne à l'entreprise? Est-ce qu'elles vont accepter la non-exclusivité et la multi-activité d'une partie de leurs collaborateurs? Est-ce qu'elles vont intégrer dans leur process la logique de notation réciproque à la fin d'une mission, en dépit de toute considération hiérarchique? Parce que sur ces places de marché, cette question de la notation réciproque, elle est décisive. Parce qu'on n'est plus dans un rapport employeur-salarié, mais dans un rapport demandeur de service, offreur de service, où tout l'enjeu est que chacun doit satisfaire l'autre. Et là, on arrive au deuxième pilier de ce que sera le marché du travail et qui touche à un point complètement structurant du travail.
c'est le rééquilibrage du rapport de force. On ne sera plus dans un choix unilatéral d'un recruteur face à un ensemble de candidats pleins d'espoir. Une collaboration réussie sur des marchés plus horizontaux sera le fruit d'un choix réciproque et d'une véritable rencontre de trajectoire. Rencontre de trajectoire, ça veut dire que chaque collaboration professionnelle sera à la fois l'occasion de répondre à un besoin économique de l'employeur ou du commanditaire et de faire un pas supplémentaire dans sa propre construction professionnelle. Troisième exemple, Jobmaker, qui propose un parcours numérique pour apprendre à trouver par soi-même un job. Donc là, il s'agit finalement du hacking des cabinets d'Algo Placement en démocratisant via le digital les méthodes qu'ils utilisent. Comme le disait Clayton Christensen, on est véritablement dans l'option de l'accès massif et simplifié de services jusqu'ici réservés à une élite et très coûteux. Avec cette transition professionnelle dans une vie, donc ça c'est la moyenne que va connaître ceux qui travaillent aujourd'hui, tout l'enjeu est de savoir rebondir d'une étape à l'autre. Et avec ce parcours en 8 étapes, où s'alternent des vidéos, des mises en pratique dans une logique de gamification, où on mobilise tout le potentiel du peer-to-peer, on apprend un savoir-faire de base, qu'on apprend nulle part ailleurs, qui est comment trouver son prochain job. Quand je parle de ça, il ne s'agit pas de dire quelques conseils pour savoir comment dire bonjour à un recruteur en entretien ou comment faire un CV original. La question, c'est comment passer de demandeur à offreur. Comment être capable de faire une offre sur le marché et de mobiliser un écosystème pour rencontrer des opportunités professionnelles. C'est ça qu'on apprend à faire sur Jobmaker. Et ce qui est fondamental, c'est que 70% des collaborations sont le fruit de connaissances interposées. Et finalement, ce que fait Jobmaker, c'est de digitaliser les méthodes d'accès au marché caché pour les rendre accessibles à tous. Et là, on arrive au troisième pilier de ce qui fera le marché de demain. Les individus vont prendre les rênes de leur trajectoire et vont passer d'une posture statique et en demande à une posture d'offreur et en mouvement. Et c'est la mise en mouvement de l'offre et de la demande sur le marché qui va considérablement améliorer la qualité du match. Mais, parce qu'il y a un mais, conduire sa trajectoire professionnelle et finalement naviguer dans un marché complètement mouvant, ça va demander aux personnes de développer de nouvelles capacités. Et ça va être tellement fondamental que ça ne pourra pas dépendre de qualité individuelle ou d'une personnalité. Tout le monde devra pouvoir être équipé pour conduire sa trajectoire professionnelle et ça va passer par l'accès massif à de nouveaux services et à de nouvelles ressources dans une logique d'empowerment. Quatrième exemple, et pas des moindres, la killer app d'un des leaders du marché, Referrals, qui est le nouveau service de LinkedIn. Pendant des années, on n'a pas tellement parlé de la cooptation sur le marché du recrutement, marché du travail, des innovations, parce que c'était un peu tabou, ça renvoyait à la logique de piston. Depuis, cette pratique a été largement étudiée et on se rend compte aujourd'hui que 80% des recruteurs considèrent qu'un contact ou qu'une connaissance qui a été proposée par un de leurs salariés est la meilleure voie pour accéder au bon profil. Et d'ailleurs, en France, on a eu un certain nombre de pionniers du recrutement par cooptation. Je pense à Kikopt, My Job Company ou Coptime, qui sont des entreprises qui ont structuré le recrutement par cooptation avec, là, pour le coup, vraiment un modèle d'ubérisation, d'ubérisation des cabinets de recrutement. Puisqu'elles ont remplacé les consultants en cabinet de recrutement, on a un réseau de headhunters, de chasseurs de tête individuels. Celui qui recommande la bonne personne, la personne qui va être recrutée, est rémunérée pour sa mise en relation. Et même certaines de ces startups ont proposé des offres B2B aux entreprises pour permettre aux entreprises de transformer l'ensemble de leurs salariés en un réseau de chasseurs de tête pour l'ensemble de leur recrutement. C'est des entreprises qui se sont bien développées, mais voilà, au début du mois, au Talent Connect 2015 en Californie, LinkedIn a annoncé
mettre l'ensemble de sa puissance algorithmique et base de données au service du recrutement par cooptation. C'est une de leurs nouvelles directions majeures avec Referoz, où justement les salariés, au travers de cette application, vont pouvoir recommander un membre de leur réseau à un poste de leur entreprise, un poste ouvert de leur entreprise. LinkedIn va proposer une espèce de première liste en disant voilà des contacts que vous avez qui sont peut-être intéressants pour ce poste. La personne fait le choix ou pas de recommander une de ces personnes parmi cette liste et a la possibilité sur son tableau de bord de suivre l'évolution de la personne qui a été recommandée. Et là, on voit bien une fois que cette nouvelle app sera introduite auprès des 38 000 recruteurs qui passent par LinkedIn pour recruter, il ne sera pas très difficile pour LinkedIn de transformer son réseau de 380 millions de membres en un grand réseau de cooptation qui va finalement complètement transformer les usages du recrutement autour d'une variable humaine qui fait la différence, qui est la recommandation. Et là, on arrive au quatrième pilier, c'est que les usages du recrutement vont devenir horizontaux eux aussi, fondés sur la connaissance de l'autre ou sur des rencontres en dehors de tout process de recrutement. Et c'est cette connaissance de l'autre qui va prévaloir sur la mise en place d'un certain nombre de critères de sélection, comme c'est le cas aujourd'hui. Le recrutement par cooptation va s'organiser et se massifier parce que si aujourd'hui la majorité des collaborations se font via une connaissance interposée, on parle encore de marché gris ou de marché caché. C'est-à-dire qu'on n'en est pas encore à une phase où c'est une pratique qui est organisée, structurée et assumée comme véritable politique de recrutement. Et c'est ça qui va changer. Et on voit bien comment les recrutements vont être moins lourds, moins chers, plus humains et plus efficaces par le biais de la cooptation qu'avec les milliers de CV et d'entretiens qui sont traités chaque jour dans le système actuel. D'ailleurs, il serait peut-être temps d'arrêter d'envoyer 100% des gens qui cherchent un job sur les job boards, à envoyer des centaines cette fois de CV et de lettres de motivation pour les préparer à ce marché du travail qui advient et qui est déjà très largement une réalité. Alors ce marché, si je récapitule les 4 piliers que je viens d'évoquer, c'est premièrement qu'une collaboration réussie combinera la performance et l'épanouissement d'un collaborateur. Deuxièmement, qu'une collaboration réussie sera le fruit d'un choix réciproque. Troisièmement, que les personnes devront être équipées pour conduire leur propre trajectoire. Et quatrièmement, que les modes de recrutement vont devenir horizontaux, fondés sur la connaissance de l'autre et la structuration de la cooptation. Alors pour finir, dernière question, qui est de savoir quelle place sur ce nouveau marché vont prendre les entreprises françaises. Et ça, on peut poser la question à différents acteurs. D'abord, les startups elles-mêmes, cette centaine de startups, elles sont nombreuses et peut-être encore un peu petites pour faire face à la concurrence que je viens d'évoquer. Vont-elles se regrouper? Et sur quelle logique? Sur des logiques de métier ou alors pour constituer des entreprises full stack sur l'ensemble de la nouvelle chaîne de valeur? Deuxième question, que vont faire les grands acteurs du marché actuel, pré-disruption si je puis dire, parce qu'il faut quand même noter qu'on a en France le leader mondial du marché actuel qui est Adecco. Quelles vont être leurs stratégies de partenariat, d'innovation, d'investissement? Et puis dernière question, comment les fonds d'investissement vont-ils faire le choix d'investir sur ce marché, parce qu'il faudra agir vite si on ne veut pas que les GAFAL, en y rajoutant LinkedIn, aient pris toute la place sur ce marché qui, sans nul doute, est un nouvel horizon pour le digital business. Je vous remercie.